Et les thèmes du 22h ce soir, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy ne dîneront pas ensemble ce soir. À seulement 10 jours du Conseil européen de Bruxelles, Berlin reporte cette rencontre à lundi prochain. Officiellement pour des raisons de calendrier, mais cela suscite des interrogations. Alors, y a-t-il des nuages dans le ciel franco-allemand? Analyse dans ce journal de Jean-Louis Gombaud. Ramayad bien seul après ses propos sur le clinquant de l'hôtel où logent les joueurs de l'équipe de France en Afrique du Sud. À gauche comme à droite, on préfère soutenir les Bleus, même s'ils sont mal partis dans ce mondial. Mais pourquoi d'ailleurs tant de polémiques autour de cette équipe? C'est le débat du 22h. Et puis nous parlerons également dans ce journal du dossier qui fâche les socialistes, le non-cumul des mandats au cœur d'une proposition de loi demain au Sénat. Et réaction ce soir du président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Il est l'invité politique du 22h. C'est dans un instant. Mais d'abord, on va revenir sur le tout nouveau clip de la sécurité routière. Insoutenable, c'est le nom de ce spot. La sécurité routière avait habitué les téléspectateurs à des publicités de plus en plus spectaculaires et proches de la réalité. Mais ce nouveau clip sorti aujourd'hui sur le net fera sans doute date. On le regarde ensemble avant la réaction au téléphone du ministre de la Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse. Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Cette crânienne importante. J'ai un MQ à 10, on va 3 kilos, il y a un fémur ouvert. Il décroche. Allô? Julien? C'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là. Voilà pour ce clip qui dure au total 5 minutes. La réaction tout de suite du ministre de la Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez vu ces images comme nous, la sécurité routière s'adresse, dit-elle d'abord, aux jeunes. Quelle est votre réaction suite à ce clip? Bon, d'abord, vous avez bien fait de dire que ces images peuvent heurter les plus jeunes et donc il faut faire très attention à ce type d'image. Pour autant, vous savez, quand on a ouvert les yeux sur la réalité de ce que sont les décès des jeunes de 18 à 24 ans, qu'on sait que chaque semaine, 7 jeunes perdent la vie sur les routes, que 27 sont blessés, que plus d'un décès sur 2 des 18-24 ans se produit le week-end, dont une bonne partie la nuit, c'est-à-dire dans des périodes où ils sortent, où ils sont en boîte de nuit ou parfois ils ont bu trop d'alcool. C'est sûr qu'il faut des images chocs et que je pense que la sécurité routière a eu raison de le faire à travers les médias qui sont ceux des jeunes, d'Internet et en particulier. Mais à côté de ça, il faut donc bien qu'on puisse pas seulement sensibiliser, interpeller, voire choquer par des images insoutenables. Il faut avoir une vraie politique de prévention, des vrais outils, un certain nombre de choses qu'on peut mener avec les associations, par exemple pour accompagner des jeunes en covoiturage à la sortie d'un certain nombre d'établissements ou pour leur faire passer un certain nombre de messages de prévention en liaison avec des personnes qui sont habituées des nuits où les jeunes se retrouvent entre eux. Et donc je pense qu'il faut faire coïncider ce message d'interpellation forte, mais qui est nécessaire compte tenu de la gravité des décès. Vous savez, quand vous avez dans votre entourage une famille qui a connu ce genre de drame, on ne peut pas rester insensible et dire on a tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé dans la sensibilisation. Mais à côté de ça, il faut vraiment des vraies politiques de prévention et mettre en place un vrai réseau pour aider les jeunes à résoudre ce type de problème. Une dernière question, Marc-Philippe Daubresse. On pense aussi bien sûr aux apéros géants. Est-ce qu'il faut les interdire quand on voit tout cela? Non, il ne faut pas interdire les apéros géants à partir du moment où on peut essayer de faire confiance aux jeunes pour les organiser dans des conditions qui précisément évitent ce genre de drame et évitent qu'il y ait des soirées qui se terminent en beuverie, ce qui n'est pas le cas toujours, et qu'on peut prévenir tout cela. Il faut faire confiance aux jeunes, mais la confiance qu'on leur donne, c'est de leur dire liberté doit rimer avec responsabilité. Merci beaucoup Marc-Philippe Daubresse pour votre réaction dans le 22h, donc ministre de la Jeunesse. La suite du 22h, dans un instant, notre invité politique, c'est le président socialiste de la région Île-de-France. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en images de Pierre Bonne-Joseph.
Il y a des records dont on se passerait bien volontiers selon un sondage publié par Libération. Le bilan social de Nicolas Sarkozy jugé négatif par 63% des Français. Une baisse de 4 points en un mois. Retraite, crise européenne, le climat social difficile explique en partie le mauvais score du chef de l'État. Nicolas Sarkozy qui n'est plus le candidat UMP préféré des Français. Dominique de Villepin lui ravit la première place. Autre candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles du côté des écologistes. Yves Cochet, ce soir sur Public Sénat, a annoncé sa candidature. Madame Duflot serait une bonne candidate, Madame Joly serait une bonne candidate. La vision que j'ai de la décennie à venir, je suis moins sûr qu'elle qu'on peut faire de la croissance verte. Je crois qu'il faudra faire aussi des choses beaucoup plus solidaires d'un côté pour qu'il y ait une sorte de prospérité mais sans croissance. Et Michel Charasse, François Bayrou, Ségolène Royal ou Charles Pasqua, tous ces ex-candidats ou ministres ont tous un point en commun et ils bénéficient de la protection très discrète et très coûteuse du SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Dans un pré-rapport ce matin, la Cour des comptes dénonce le recours abusif à ce service, y compris pour des personnalités qui ne sont plus au premier plan. Des protections qui reviennent chacune à 72 000 € par an et par policier. Actuellement, 60 personnalités en bénéficient. C'est au ministère de l'Intérieur et à ses services de juger qui est menacé, qui est en situation d'insécurité et qui a besoin d'une protection. Une semaine de 4 ou 5 jours, des vacances d'été rabotées de 2 semaines, du sport l'après-midi. Ce matin, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, a installé un comité de pilotage sur les rythmes scolaires. De la maternelle à la terminale, tout va être revu. Selon un sondage, 58% des Français se disent favorables à une telle réforme. Ramassage des copies en 2011. Les députés n'en voulaient pas. Guy Fischer, sénateur communiste, pense qu'il en sera autrement à la Haute Assemblée. Hier, devant les membres de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, le vice-président communiste du Sénat a annoncé qu'il déposerait à la rentrée de septembre une proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie. En novembre dernier, un projet similaire présenté par les députés socialistes avait été rejeté. L'UMP avait massivement voté contre. Un sous-officier français est mort aujourd'hui des suites de ses blessures en Afghanistan, touché par un éclat de roquette anti-char tiré par des insurgés. Il s'agit du 43e soldat français à avoir péri sur le front afghan depuis l'engagement des troupes de l'OTAN en 2001. Il est l'invité du 22h, c'est le président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors chez les socialistes du Sénat, la pilule du non-cumul des mandats prescrite par Martine Aubry a bien du mal à passer. Demain, ils déposeront une proposition de loi pour que cette règle ne soit pas appliquée aux seuls socialistes. Ils ont tort? Je pense que c'est bien que tout le monde soit traité à la même aune. Et je pense que ça évitera aux socialistes de se trouver dans une situation où, au fond, ils se handicaperaient eux-mêmes par rapport à une institution qui est absolument fondamentale et que les socialistes n'ont jamais contrôlé en majorité et qui a fait tomber les gouvernements de Léon Blum, du Front populaire, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait en quelque sorte rêver d'être une force de résistance par rapport à une politique de Nicolas Sarkozy qu'on ne souhaite pas maintenir. On aura l'occasion d'en parler, mais en même temps, ils contredisent Martine Aubry qui souhaite la rénovation du parti. Pour elle, la rénovation passe par le non-cumul des mandats. Oui, c'est sûr. Puis le vote des militants, en tout cas, a été clair. Il a été majoritaire sur ce sujet. Mais est-ce que finalement la solution pourrait être comme ce que dit Jean-Marc Ayrault? Il dit qu'il est pour le non-cumul des mandats, mais que ce soit après 2012. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Disons que cette proposition ferait certainement un grand accord dans le Parti socialiste. Mais de toute manière, ça sera la loi du parti. Il y aura Nous appartenons à un parti. Bon, on peut discuter et ne pas être d'accord toujours, mais il y a quand même un certain nombre de règles à respecter, sinon il n'y a plus d'organisation de la vie politique. Quelles que soient les conséquences, selon vous? Je trouverais dommage que nous ne prenions pas la chance de prendre le Sénat, oui. Alors les socialistes ne sont pas les seuls à avoir des grandes ambitions au Sénat. Il y a les Verts. Et les Verts, ils espèrent doubler, voire tripler le nombre de leurs sénateurs en 2011. Est-ce qu'ils ont le droit de rêver ou est-ce que c'est réaliste? Écoutez, nous sommes engagés dans une alliance probablement de long terme avec les Verts. Et moi, je l'ai vécu. Donc à la région, la majorité, c'est eux et nous, ensemble.
Donc il faut avoir l'intelligence de comprendre que le Parti socialiste ne peut pas être totalement hégémonique. Et la désignation d'Annie Poursinov à Rambouillet pour combattre les amis de M. Larcher là-bas est une première manifestation des socialistes que nous sommes dans cette bonne volonté. Oui, mais là, vous parlez d'alliance, mais eux, ils vous mettent la pression, là, au Sénat. Ils vous disent que sans eux, vous ratez le Sénat. Les négociations, elles s'annoncent tendues, quand même. Les Verts mettent toujours la pression et il faut que Ça y est, vous êtes habitués ? Oui, tout à fait. Et je pense que, globalement, il faut penser cette alliance de long terme et il faut donc, à certains moments, marquer les choses, mais aussi faire les sacrifices nécessaires. Donc vous dites qu'il y aura des sacrifices, notamment au Sénat. Oui, mais est-ce que ça sera 3 fois ? J'en sais rien. Il faut trouver la bonne mesure. Oui. Alors, avant de poursuivre notre entretien, Jean-Paul Huchon, ces derniers temps, on a constaté justement que les Verts ont du mal à s'entendre en vue de 2012. On va regarder ensemble un sujet de Marie Brémaud. Europe Écologie, mouvement non identifié, mais surtout mouvement désuni. Depuis quelques mois, les écologistes ne parviennent pas à parler d'une seule voix. Je crois qu'il y a aujourd'hui une écologie qui est plus sensible à une acceptation du libéralisme et du capitalisme, à une acceptation du monde tel qu'il est, et une écologie de la transformation sociale que moi je défends, plus radicale, plus forte, plus autonome dans sa prise de parole. Faut-il un candidat écolo au présidentiel de 2012 ? L'âge de la retraite doit-il être augmenté ? Faut-il se recentrer ou bien s'ancrer à gauche ? Les réponses divergent d'un camp à l'autre, de Daniel Cohn-Bendit à Cécile Duflot. Mais depuis les régionales, c'est la structuration du mouvement qui engendre les affrontements les plus virulents. Certains souhaiteraient continuer à voir Europe Écologie à travers le prisme des Verts, mais c'est une minorité, je crois, même au sein des Verts. Et puis, tous les autres veulent un grand mouvement unifié d'écologie politique. L'enjeu de ces discussions autour de la structuration, la dissolution ou non des Verts au sein du mouvement. Pour mettre tout le monde d'accord, d'ici les assises d'Europe Écologie en novembre prochain, Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflot devront montrer l'exemple. Jean-Paul Huchon, les divisions des Verts, ça fait plaisir aux socialistes ? Il ne faut jamais se réjouir des divisions de ses partenaires parce que ça peut amener de mauvaises surprises. Et puis, je crois que nous en avons trop souffert pour pouvoir nous moquer vraiment des autres. J'espère bien que les socialistes seront capables, eux, d'unité. Je crois que les Verts doivent trouver une formule, mais c'est eux, bien sûr, qui sont en charge. Oui, bien sûr. Une formule, ça passe peut-être par un candidat écolo en 2012. C'est une bonne idée ? Il y a 2 solutions. Celle que Cohn-Bendit avait avancée en échange, si j'ai bien compris, d'une 50aine de députés. Je crois que c'est très difficile sur le terrain d'obtenir que 50 députés PS se retirent parce qu'ils sont sur le terrain. Et donc qu'il y ait un candidat écologiste qui s'engage ensuite dans un pacte à partir d'un programme commun comme nous l'avons fait à la région, ça ne me choque pas. Alors parlons des socialistes. Le calendrier des primaires du PS a été plus ou moins fixé, c'est à l'automne 2011. Est-ce que c'est le bon timing ou est-ce que, comme Julien Drey, vous pensez qu'il faut bien l'avancer à l'été 2011 pour que le candidat socialiste soit vraiment désigné plus tôt ? Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas qu'une campagne soit trop longue, parce qu'on y perd des plumes. Dès le jour où le candidat est désigné, il descend dans les sondages de manière quasiment technique et automatique. Après, ça peut devenir long et difficile. Donc moi, si par ailleurs ceci permet à l'ensemble des candidats d'être présents sur la ligne de départ des primaires, moi personnellement, je m'en féliciterais. Bon, alors, si automatiquement les sondages descendent, il faut prendre déjà celui qui est le plus haut dans les sondages. Vous pensez au même que moi. C'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois avec Ségolène Royal. Je crois qu'il faut aussi réfléchir à, disons... On va refaire la même erreur, vous êtes en train de nous dire. Non, mais à rechercher quelqu'un qui a la capacité, dans un monde troublé et très internationalisé, d'être à la fois un bon acteur économique et aussi quelqu'un qui n'oublie pas ses origines sociales. Que vous brossez, là. Écoute, c'est pas un secret pour personne. En termes de présidentialité, je pense qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn présente les caractéristiques les plus complètes. Cela dit, je vois Martine Aubry travailler, je l'ai soutenue au Congrès de Reims, et je remarque qu'elle a fait faire au Parti socialiste beaucoup de progrès, qu'elle l'a ramené, je dirais, dans une image convenable. Votre choix n'est pas définitif ? Le choix n'est pas définitif. Je pense que de toute manière, entre les 2 candidats qui sont les 2
plus probable. De toute manière, il n'y aura pas de bataille entre eux. Ah, c'est le fameux pacte. C'est pas tellement un pacte, c'est juste... Le pacte qui, selon d'ailleurs Julien Drix s'est exprimé hier, n'arrange pas le débat à gauche. Il dit que c'est mauvais pour le débat à gauche. Est-ce que vous le pensez aussi? Écoutez, moi je souhaite que les socialistes gagnent, donc si on a un bon candidat et qu'il n'y en a qu'un, c'est aussi bien. Alors étrangement, du côté de l'UMP, on encourage Martine Aubry à se présenter en 2012 contre Nicolas Sarkozy. Comment vous l'expliquez? Ils ont tout intérêt à le faire. Selon les sondages, c'est Dominique Strauss-Kahn qui peut gagner aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Je pense qu'ils ont une optique assez vieillie. Je le remarque quand je parle avec Nicolas Sarkozy, avec ses amis, ils pensent que les socialistes vont se déchirer à nouveau et ils pensent que les socialistes iront nécessairement dans la voie la plus sectaire, la plus gauchiste, etc. Ils ont une image du Parti socialiste qui n'a pas changé depuis des années et ils croient pouvoir le faire. Comme ils avaient d'ailleurs la même image à droite en disant qu'il faut qu'on soit tous unis vraiment à droite et le plus à droite possible pour gagner les élections. Vous voyez ce que ça leur a apporté au niveau des régionales. On va terminer par du foot. Je sais que vous êtes un fan de foot. D'ailleurs, on va voir des images de vous lors d'un match d'exhibition avec d'autres politiques. Vous les voyez aussi. Je ne vais pas vous demander de les commenter. Comment ça s'est terminé ce match? Vous l'aviez Je crois que nous avons perdu 5-1. On ne va pas s'étaler là-dessus alors. Les 5-1 et on s'est fait balader littéralement par des gens qui étaient comme des anciens du foot comme Larquet et aussi Claude Puel. Alors, avec François Hollande, on n'était pas de taille. Si je vous ai montré ces images, c'est pour vous poser la question sur la polémique. Comment vous jugez les déclarations de la secrétaire d'État au sport, Ramayad, qui a jugé indécent le luxe de l'hôtel des Bleus? Je pense que Mme Ramayadeh ferait mieux de s'occuper de son portefeuille ministériel, c'est-à-dire de s'occuper des clubs de football et des fédérations qui touchent de moins en moins d'argent de l'État, à qui on retire des crédits alors que les régions, les départements sont obligés de le faire, qui ne s'est pas tellement opposé à ce que, par exemple, les régions aient encore une compétence sportive. Et en gros, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Elle nuit aux Bleus, vous pensez ? Écoutez, ça doit être très déstabilisant quand vous êtes soumis à une telle pression d'avoir un ministre complètement comme ça. Elle a voulu se faire de la com, elle. Mais si c'est au détriment de notre équipe, c'est dommage. Merci beaucoup, Jean-Paul Huchon, d'avoir été l'invité du 22h. Merci à vous. Allez, la suite du 22h, et c'est une annulation qui fait jaser toute l'Europe. Pourquoi le dîner de travail prévu à Berlin avec Nicolas Sarkozy a-t-il été annulé par Angela Merkel? Eh bien, pour des raisons de calendrier, précise l'Allemagne, la chancelière étant occupée à préparer l'annonce du plan d'austérité. Mais cette situation n'est pas fréquente d'un point de vue diplomatique. On en parle tout de suite avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Alors, plutôt qu'un dîner, c'est la soupe à la grimace qui est servie ce soir. Pourquoi cette annulation? D'abord, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des problèmes dans le couple Merkel-Sarkozy ou franco-allemand, et on finit par se demander s'il y a vraiment toujours un couple. Alors prenons simplement ce qui s'est passé ces dernières semaines. D'abord, par exemple, Mme Merkel était opposée au plan de soutien de la Grèce et elle a fini par l'accepter parce que Sarkozy a réussi à entraîner les autres Européens et il a fallu se fléchir. Mme Merkel s'est opposée également au plan de sauvetage de l'euro qui vient d'être adopté définitivement il y a de cela quelques minutes. Elle s'est opposée et elle a fini par dire « bon, bah d'accord, on va le faire quand même ». Elle s'est opposée également aux modalités de fonctionnement de ce plan, parce qu'il n'y a pas que l'existence du plan, il y a également son fonctionnement. Elle n'était pas d'accord et elle a fini par aussi l'accepter. Donc elle apparaît comme une femme qui dit toujours « non » d'abord et qui finit toujours par dire « oui ». Quand même, et ça apparaît vis-à-vis du peuple allemand sans doute comme un signe de fragilité. Et donc quelque part, elle dit bon, à partir de maintenant, je reprends non pas mes aises, mais je reprends la direction véritablement de mes affaires. Cela dit, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on interroge les Allemands, ils disent enfin vous exagérez, vous du côté français, il y avait un problème d'agenda, effectivement le plan d'austérité, et puis de toute façon ce dîner n'a pas été annulé, il est simplement reporté d'une semaine. Voilà, pour lundi prochain. Et Jean-Louis, quelles conséquences cela peut avoir sur l'évolution de la coopération franco-allemande? Alors le problème, c'est que les Allemands doivent sans doute se faire l'analyse suivante. C'est que la conjoncture est incertaine, la conjoncture est indécise. Autrement dit, les Allemands se disent pourquoi on se lierait automatiquement les mains d'avance. D'accord pour se serrer les coudes, mais on ne veut pas se lier les mains. Et c'est un petit peu leur idée. Et donc Mme Merkel montre ainsi un signe
d'indépendance. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je reste sur mes positions. Et on le voit avec ce plan de rigueur et d'austérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, écoutez, vous faites des plans de solidarité, des plans de soutien, de tout ce que vous voulez. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est rétablissons nos comptes publics, chacun chez nous. Faites ce que je fais. Un plan d'économie quand même de 82 milliards d'euros sur 4 ans, ce qui est absolument considérable. C'est ça le bon chemin et non pas ces réunions permanentes de gouvernement économique européen, de solidarité entre nous. Non, rétablissons nos comptes publics, faites ce que je fais. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Allez, la dernière page de ce journal, eh bien, elle est consacrée à la énième polémique autour des joueurs de l'équipe de France. Vous le savez, c'est la secrétaire d'État au sport qui l'a enclenché en dénonçant le clinquant de l'hôtel où logent les Bleus en Afrique du Sud. Dans un instant, on va en parler avec nos invités. Mais d'abord, regardez ce qu'en pensent les Kidam qui sont, vous allez le voir, de moins en moins supporters de leur équipe. Paul Sansfourche. Avec ses bungalows privés à 500 € la nuit, sa piscine intérieure et même son golf 18 trous, le Pézula, lieu de résidence des Bleus pendant la Coupe du Monde, se vante d'être l'hôtel le plus luxueux d'Afrique. Un faste qui n'est pas du goût de Ramayad. La secrétaire d'État au sport appelle les instances du football français à la décence en temps de crise, une prise de position plutôt soutenue dans l'opinion. Si c'était vraiment des gens qui en voulaient, qui étaient des vrais sportifs, ils se contenteraient d'un lit de camp avec, voilà, pour faire le mieux qu'ils peuvent. Je trouve que c'est de l'argent foutu par la fenêtre. C'est au niveau mondial ou de payer des nuits d'hôtel à un prix astronomique comme ça, des gens qui tapent dans un ballon. Dans la majorité, la nouvelle sortie de Ramayad agace. Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé et des Sports, rejette la polémique et rappelle que ce n'est pas le contribuable, mais la FIFA qui paiera les frais de l'équipe de France. Au gouvernement comme à l'UMP, l'heure est donc à l'union sacrée. Rama est à fond derrière l'équipe de France comme nous sommes tous les uns et les autres à fond derrière l'équipe de France. La seule chose que nous attendons tous de l'équipe de France, c'est que sur le terrain, le vrai luxe, ce soit qu'elle se comporte comme une Formule 1. En rompant ce consensus, la secrétaire d'État a pris à nouveau le parti de la morale contre son camp, au risque de s'isoler encore une fois. Habituée au rôle de rebelle au sein du gouvernement, elle reste pourtant la personnalité la plus populaire de la majorité. Vous le voyez, peur sur la France, c'est pas gagné. Et encore moins avec cette polémique ce soir. On en parle avec nos invités. Xavier Barré, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France Football, dont on vient de montrer la une avec une nouvelle formule. Également avec nous, Olivier Pourriol. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Philosophe, amateur de football et auteur de l'éloge du mauvais geste chez Nil. On parle de tout, du coup de boule de Zidane à Materazzi jusqu'à la main de Thierry Henry et beaucoup d'autres. Première question, messieurs. D'abord sur cette polémique, après on va étendre le débat. Est-ce que vous avez été surpris, Xavier Barré, cette polémique ? Surpris par le timing, oui, ça tombe vraiment très mal. Le Pézula a été réservé par la fédération, pré-réservé par la Fédération française de football il y a plus d'1 an. Alors c'est l'hôtel, il a été, voilà, où les Bleus logent en Afrique du Sud. L'hôtel en Afrique du Sud. Donc depuis, tous les journaux ont eu loisir de se renseigner sur le tarif des chambres, de faire les calculs du coût de l'opération. La fédération a confirmé cette réservation au mois de décembre dernier, après le tirage au sort. Et là, tout d'un coup, Ramayad se réveille en disant voilà, c'est anormal qu'on paye ce prix-là pour héberger des footballeurs. Elle a un train de retard quand même, parce qu'elle l'aurait fait au mois de décembre, à la limite, elle aurait été dans son rôle. Mais là, maintenant, ça sent vraiment le réchauffer. Olivier Pourriol. Faut pas s'inquiéter parce que ça coûtera beaucoup plus cher s'il gagne. Je crois que la prime de match pour la finale, c'est 300 000 €. Donc on est quand même très loin de ça. Et donc il faut leur souhaiter surtout de faire des économies en gagnant pas trop, quoi, si c'est le but. Alors justement, évidemment, on leur souhaite tous d'aller le plus loin dans ce mondial, même si apparemment, selon France Football et beaucoup de gens, c'est pas gagné. Sur cette équipe, j'allais poser la question, pourquoi tant de polémiques, tant de haine, parfois, pourquoi elle suscite tant les haines, justement? Est-ce que c'est particulier à cette équipe ou est-ce que ça a toujours été comme ça, à l'approche d'un rendez-vous? Ah non. L'équipe des années 80 nous faisait rêver. On disait que c'était la championne du monde des matchs amicaux. Alors effectivement, elle jouait très bien, avec Michel Platini notamment comme capitaine. Mais elle ne gagnait pas de titre ou peu de titres, puisqu'elle a seulement été championne d'Europe, ce qui est déjà pas mal, en 1984. Après, il y a eu les années 90 avec la génération Jacquet, qui n'était pas une équipe qui faisait rêver, mais qui en revanche, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà, exactement. Mais qui gagnait. Et aujourd'hui, le problème de l'équipe de Raymond Domenech, qui est sélectionneur depuis 6 ans, c'est qu'il n'y a pas d'équipe en fait. C'est qu'il y a des bons joueurs qu'on connaît puisqu'ils évoluent dans les plus grands clubs européens, mais qu'à l'arrivée, l'équipe de France est indigne. Il n'y a pas d'alchimie, c'est ça? Il n'y a pas de liant, il n'y a pas ou très peu d'équipes.
Il y a de temps en temps un match qui est intéressant, comme celui qu'ils avaient livré par exemple à Belgrade contre les Serbes, mais sinon c'est assez rarissime. Et le dernier qu'on a pu voir, dernier match de préparation à la Coupe du Monde, donc à La Réunion contre la Chine, a été catastrophique, puisque la Chine est 84e nation mondiale et la France a perdu 1-0. Idem pour le match contre la Tunisie, où les Tunisiens se sont bien débrouillés. Oui, mais les Tunisiens, c'est une équipe quand même qui est meilleure, qui aurait dû être à la Coupe du Monde. Donc, je suis d'accord avec vous. Olivier Pourriol, sur cette équipe de France, justement, comment vous expliquez tout ce qu'elle suscite aujourd'hui au niveau du public ? Parce que ça suscite beaucoup d'attentes et tout le monde se souvient, les équipes qui nous ont fait rêver, c'était en 82, et bon, 84, en 82, Platini et sa bande, ils avaient perdu, mais c'était sublime. Après 98, ils ont gagné, mais de manière au fond moins sublime. Donc là, quand ils se sont mis à jouer un peu comme des Italiens, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, ils ont gagné parce qu'ils ont joué comme des Italiens. Alors maintenant, si pour être français, il faut jouer comme un Italien pour gagner, ou jouer comme des Français en 82 pour perdre, peut-être qu'ils savent plus trop où ils en sont. Mais je pense qu'ils sont dans des très très bonnes conditions pour faire quelque chose, parce que ça peut pas être pire pour eux. Entre les accusations sur la vie privée, les incohérences du management, là on les accuse d'être trop bien logés. C'est parfait, ils peuvent pas faire pire. Donc ils vont être libérés de toute pression. Et puis tant mieux pour eux s'ils sont dans ça peut être une bonne analyse, ça. Ils ont tellement reçu de coups qu'à la limite, ils sont tellement au fond qu'ils peuvent que remonter. Pour deux raisons. La première, c'est que ça resserre le groupe. Il y a énormément d'adversité, donc ça resserre le groupe. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé avant la Coupe du Monde 98, on pourra y revenir. La deuxième raison, c'est qu'on n'attend rien d'eux, en fait. On les a tellement trouvés médiocres, ils se sont qualifiés de façon tellement moyenne, que finalement cette équipe de France, si elle est éliminée en huitième de finale ou a fortiori en quart, on dira c'est déjà bien qu'elle soit arrivée là. Parce qu'on n'attend pas du tout qu'elle puisse être championne du monde. Vu le jeu qu'elle développe, vu ce qu'elle a démontré ces derniers temps, on ne voit pas comment elle peut gagner cette Coupe du Monde. Si elle passe le premier tour, ce sera déjà bien. Donc forcément, il n'y a pas de pression sur les Bleus à ce niveau-là. Alors, Olivier Pourriol, dans ce livre, Éloge du mauvais geste, vous parlez de tous ces mauvais gestes qu'on connaît tous, qui sont notre mémoire collective. Vous parlez du coup de boule de Zidane à Materazzi, de la main de Thierry Henry. Et puis, vous décrivez ces mauvais gestes, mais vous révélez aussi qu'ils ont tous une grandeur. Oui, c'est-à-dire que c'est par exemple Zidane, à 10 minutes de la fin de sa carrière, il peut encore gagner, il y a un partout. Il décide de se retirer du jeu pour une raison qui paraît inexplicable, même à ses propres yeux. C'est-à-dire au moment où il le fait, probablement il ne sait pas pourquoi il le fait. Et bon, mon hypothèse, c'est que d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il échappe à la mort programmée, parce que 10 minutes plus tard, il ne jouera plus jamais. Il lui reste 10 minutes pour faire quelque chose d'exceptionnel. Gagner, ce sera peut-être plus possible. Et au fond, gagner, il l'a déjà fait. Donc que faire d'autre ? Et il dit ce geste, moi-même... C'est l'inconscient qui parle. Je ne sais pas si c'est l'inconscient, mais un grand athlète, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui réussit sans y penser. Des gestes dont personne n'est capable. Alors quand c'est la réussite à l'intérieur du cadre sportif, tout le monde comprend. Gagner, ça, tout le monde peut partager l'objectif. Mais quand il s'agit de sortir du cadre et de s'en libérer, personnellement, je trouve ça sublime. Mais c'est pas un éloge de la violence, puisque c'est des gestes singuliers et contre-exemplaires. Voilà, ce sont des gestes qui dépassent souvent le cadre du sport, parce qu'ils nous interrogent de manière beaucoup plus universelle, vraiment à lire. Éloge du mauvais geste, Chénil. Une toute dernière question, Xavier Barré, avant de rendre l'antenne. Je vois une dépêche là sur Vieira qui dit que Ribéry devrait jouer à droite. Ça arrangerait tout le monde, parce que je ne vais pas faire un cours tactique ici, mais c'est vrai que ça libérerait l'espace à gauche, ça permettrait de mettre un milieu défensif supplémentaire. On peut imaginer que c'est la meilleure solution actuellement. Allez, Ribéry à droite, oui. Ramayad devrait jouer à gauche. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Votre soirée, évidemment, elle se poursuit sur Public Sénat. En politique, on a raison quand on est sincère. Ce principe a valu quelques déboires à Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous, on est en politique pour exprimer des points de vue, des convictions. Il faut faire attention à la manière dont on le fait, parce que si vous voulez, parfois ça peut être contre-productif, mais au bout du compte, là où on a eu raison, c'est là où on était sincère. Comment la personnalité la plus fantaisiste du gouvernement communique-t-elle? Comment jongle-t-elle entre ses exigences de sincérité et une certaine langue de bois inhérente à la vie politique? Toutes les réponses dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 22h30 sur Public Sénat. Ce matin, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour François Chérec.
À 54 ans, François Chérèque est à la tête de la CFDT, l'une des principales organisations syndicales de France. Secrétaire général de cette confédération depuis 2002, l'homme est aussi connu qu'il peut être discret. Originaire de Lorraine, fils d'un ouvrier métallurgiste qui gravira les échelons de la CFDT et sera un jour membre du gouvernement Rocard, François Chérèque n'imaginait pas pour lui-même un destin de leader syndical. Au contraire, son bac en poche, ce lycéen et rugbyman de Sarcelles, où la famille s'est installée au début des années 70, ne rêvait que d'une carrière consacrée aux enfants en difficulté. C'est le souhait d'un monde meilleur pour les enfants dont il s'occupera, le désir d'une solidarité combative et d'un engagement social qui ne soit pas que des mots, qui le conduiront jusqu'au sommet d'un syndicat fort de 800 000 adhérents. Cela au terme d'un étonnant parcours pour cet adolescent qui n'aimait pas l'école. J'ai été élevé petit dans un milieu ouvrier, avec un père qui s'intéressait à tout, qui était militant. Et j'ai toujours l'habitude de dire, mon père étant syndicaliste, il était très absent. Et c'est ma mère qui m'a élevé plus, qui m'a fait passer ces valeurs-là. Et à partir de ce moment-là, s'il y a bien quelqu'un dans la famille qui a une forme de réaction tripale sur les injustices, c'était là. Donc voilà, je suis le fils de ma mère. On partait en colonie de vacances tous les ans avec les enfants de l'usine et de l'école, et le curé. C'était pas le curé religieux, moi, qui m'intéressait. C'était un homme qui organisait une colonie de vacances pour 80 enfants de la commune. Et moi, je partais avec mes 4 frères en colonie de vacances, et avec les enfants du quartier, de la rue, et qui nous racontait des histoires tous les soirs. C'est lui qui nous amenait ça, le curé. Donc, j'ai pas cette vision du curé parce qu'il m'amenait la foi, parce que moi, je suis pas croyant ni pratiquant. Mais c'était le rassemblement et cette culture du groupe qui, à mon avis, a pesé pour moi et pour les enfants de ma génération de cette commune. Ça, c'est un livre d'histoire sur Pompée. Alors Pompée, c'est le centre du monde, hein, Pompée, hein, c'est là d'où je viens et où mon père a travaillé. Et donc on parle beaucoup des aciéries de Pompée. Et puis il y a les photos aussi de mon père quand il était jeune, qui était syndicaliste. Donc ça, je l'ai gardé. J'étais dyslexique et ambidextre. Quasiment jeune adulte, pour connaître la droite et la gauche, il fallait que j'écrive. Hein. Il fallait que mentalement, je faisais le geste de quelle main j'écris pour savoir de la droite ou de la gauche. Hein. Ça fait partie du problème. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis totalement autonome de la droite ou de la gauche. Je sais pas, mais en fait, ça doit être inscrit là-dedans.